Salut camarades. Aujourd'hui, on continue la remise en ligne des vidéos sur la révolution russe avec cette fois-ci Lénine. Alors Lénine, c'est la vidéo pour laquelle j'ai supprimé toute la série sur la révolution russe, tout simplement parce que je m'en suis vraiment beaucoup pris plein la gueule. Alors après, ce que j'ai dit dedans, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu, notamment chez Orlando Figes, chez Marabini, chez Kaerdankos, chez Dmitri Valkaganov, etc. Donc je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu. Après, c'est vrai que j'aurais pu un peu plus nuancer, j'ai beaucoup chargé la mule. Alors tout ça, évidemment, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur la méthodologie et les retours sur Lénine, celle-ci, donc globalement, pas revenir dessus, mais c'est vrai que ce que je pourrais ajouter à ça, c'est que j'aurais pu nuancer un peu plus. J'ai voulu charger la bête, parce que je considérais que dans l'Occident, il était peut-être un petit peu trop adulé, alors que moi, en étant allé là-bas, j'ai eu d'autres sons de cloche. Cette vidéo est aussi la première à proprement parler où je mets des extraits de différents films, donc c'est un peu la mère de toutes les vidéos. La première, disons. J'en profite aussi pour une petite précision, j'utilise ici, comme dans plein d'autres vidéos, une transcription des noms qui est généralement ce qu'on appelle la transcription à l'anglaise, tout simplement parce que je trouve que c'est un peu plus fidèle de la langue d'origine, donc Lénine sans E, Staline sans E, etc. Donc voilà, c'est pas des fautes d'orthographe, c'est juste un choix de ma part, parce que je trouve que les Anglais respectent un peu plus les langues d'origine que les Français, comme Mamelouk, les Arabes disent pas Mamelouk, ils disent Mamelouk, donc voilà, c'est tout. Comme d'habitude, j'ai supprimé les commentaires, parce que j'ai pas envie de me refaire pour rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo à tous, enfin pour ceux qui ont envie de la regarder, de toute façon vous faites ce que vous voulez, c'est juste que je vous remets ça à disposition, dans un souci de transparence, et pour occuper le confinement. Voilà, portez-vous bien. Vous avez déjà tous vu ce crâne chauve, ce front bombé, ce regard intense. Il a joué l'un des plus grands rôles du XXe... Mais non, pas lui. Voilà. Sous ce crâne, c'est tout un pan de l'histoire qui s'est renversé et un autre qui s'est construit. Pourtant, on méconnaît pas mal l'étendue de la violence dont il a fait preuve lors de la création de l'URSS. Mais puisqu'il fut tout aussi terrible que son successeur Staline, comment est-il parvenu à garder cette image de héros du peuple ? Au XIXe siècle, en Russie, c'est dans l'intelligentsia, terme russe d'ailleurs, que naissent le plus de volontés révolutionnaires. L'intelligentsia, elle est composée de gros fils à papa qui culpabilisent d'avoir martyrisé des domestiques quand ils étaient gosses. Et ils voient dans la révolution une rédemption rêvée. Ils vont pouvoir se racheter en servant un peuple qu'ils ne connaissent absolument pas, en décidant à sa place de ce qui est bon pour lui. Leurs idées, ils les piochent dans des romans que la censure laisse paraître. Gorky, Dostoïevski, Tourgueniev et d'autres, assez soft, et puis d'autres aussi, un peu plus violents, comme le Que faire de Tchernychevski, le Catéchisme révolutionnaire de Nietchaïev, ou encore le Jeune Russie de Zaïchevski. On en reparlera. Mais il y a une autre idée encore qui arrive. Une idée capitale. C'est en 1872 que le Capital de Marx entre en Russie malgré la censure. Il est catalogué comme bouquin scientifique trop chiant à lire pour avoir du succès. Pourtant, il en connaît tout de suite un très gros auprès de l'intelligentsia et des ouvriers, grâce à ses explications scientifiques et logiques, son optimisme, ses volontés modernistes et industrielles, sa pensée occidentale, sa mise en avant de la camaraderie, etc. Le peu d'autres idées aussi fortes font qu'on se met à penser le marxisme avec fanatisme, sans foncièrement chercher à comprendre, chaque phrase devenant un dogme quasi religieux. Alors il y en a eu plein de variantes, plein de dérivés, chacun faisant sa sauce avec les autres écrits révolutionnaires. Et c'est là qu'arrive notre gars de sauce à nous. Vladimir Ilitch Ulyanov naît en 1870 dans une famille convenable et même récemment anoblie. Ce statut de noble, dont il est fier, lui vaudra l'intransigeance, l'autorité et l'horreur d'être contredit, dont il fera preuve tout au long de sa vie. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons. Allez. Pendant un temps, il signa même Lénine, noble héréditaire. Paye ton prolétariat assumé. Bon, il prendra quand même le chemin de la révolution, comme son frère Alexandre, membre du groupe terroriste La Volonté du Peuple. Sauf qu'Alexandre, il a été pendu en 1887. Ça l'a peut-être perturbé un chouïa, Valadia. En tout cas, ça l'a poussé à ne pas faire exactement pareil. Dans le grand panel des idées socialistes et révolutionnaires, il va donc faire son petit marché. Déjà, c'est un fervent marxiste, dans la mesure où il aime faire dire ce qu'il veut aux ouvrages du camarade Marx. Ensuite, il ajoute à ça les idées de Tchernychevski, la discipline révolutionnaire, de Zaïchevski, prise de pouvoir par un petit groupe discipliné, dictature révolutionnaire et extermination de tous les ennemis politiques, de Nietchaïev, extrémisme ultra-violent, et de la volonté du peuple, le groupe terroriste où était son frangin.
Avec tout ça, il nous crée un très joli marxisme révolutionnaire qui en dit long sur le gouvernement qu'il va mettre en place. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Mais pas de suite. D'abord, il va rejoindre les rangs de Plekhanov, un révolutionnaire plus calme et désireux d'éduquer les masses et de les agiter par des discours et des meetings, plutôt que de les choquer par le terrorisme. Vladimir a beau avoir qu'une vingtaine de piges, il est déjà tout pâle, tout chauve, tout grave, ce qui lui vaut son surnom, le vieux. Fin 1895, il est arrêté et doit aller faire 1 an de prison et 3 ans d'exil en Sibérie, près de la Liena, d'où sans doute son nom de guerre, Lénine. Alors pour vous, tout de suite, exil, Sibérie, c'est goulag. Mais alors pas du tout, à l'époque tsariste, c'était plus cool. Surtout pour lui, vu qu'il est de faible constitution, il obtient d'aller passer son exil dans un endroit pas trop dégueu, où il va chasser, nager, pêcher, etc. On est pas bien là, hein? Il quitte le pays en 1900, histoire d'aller vivre en Europe pour réfléchir à sa propre définition du marxisme. C'est en 1903, au second congrès du Parti social-démocrate dont il fait partie, que cette définition va foutre un sacré bordel, créant la fameuse scission entre les bolcheviks et les miencheviks. Ce qui signifie assez bêtement majoritaire et minoritaire. Hein. Point barre. Par rapport à quoi, me direz-vous? Au principe d'appartenance au parti. Les bolcheviks, les partisans de Lénine, ils veulent des membres triés sur le volet. Ils se veulent autoritaires, pragmatiques, disciplinés et intégralement dévoués à la cause révolutionnaire et à lui, leur chef. Les mencheviks, eux, dirigés par Martov, se veulent plus démocratiques, plus ouverts, accueillant quiconque accepte le programme établi. L'opposition se fait donc entre autoritarisme et démocratie. Il passa 17 ans en exil dans les grandes villes d'Europe, à vivre des rentes tirées de la propriété familiale, de l'argent de ses amis, ou encore de celui du parti, généralement obtenu par le pillage de banques par d'autres bolcheviks, comme un certain Djougashvili. Alors soyons concrets, avant d'être au pouvoir en 1917, Lénine n'a jamais travaillé. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Il vit confortablement, il voyage, il discute avec d'autres émigrés, il donne quelques cours de marxisme pour les nuls, il théorise un peu, il écrit quelques textes. Lui-même étant persuadé que la révolution n'arriverait jamais de son vivant, si le gouvernement tsariste n'avait pas autant déconné, Lénine aurait continué sa grosse vie de parasite à vivre au crochet des autres. Mais il y a eu la révolution de février, qui l'a obligé à revenir et organiser sa propre prise de pouvoir, qu'a été la révolution d'octobre. Il a su conquérir les masses car c'était un orateur puissant, peu éloquent mais violent et hypnotique. Toute sa carrière politique, il n'aura de cesse d'utiliser en guise d'argument l'humiliation, l'insulte et la calomnie face à tous ses opposants politiques. Une critique revenant chez lui a déversé un torrent d'injures sur la personne d'en face. C'est sans doute le plus prestigieux hater de l'histoire. Et c'est pareil pour son parti bolchevique. De sa création jusqu'en 1917, il ne cessera d'agiter les masses, de critiquer, de privilégier l'action à la théorie et de promettre n'importe quoi à n'importe qui pour trouver du soutien. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Jusqu'en 1917, ses idées pouvaient passer pour belles, quoique parfois dures. Mais c'est quand il fut au pouvoir qu'il se révéla dans toute son horreur. Toutes ses promesses démocratiques, il s'en est plutôt bien battu les noix. Mais il aime qu'on lui mente le peuple. Pour lui, la dictature révolutionnaire, la terreur, la guerre civile étaient une nécessité pour purger le pays. Voilà, il fit tout pour centraliser le pouvoir et réduire le nombre de véritables dirigeants, et il fit même voter, le 16 mars 1921, l'interdiction des factions, mesure très démocratique qui interdisait toute contestation au sein du parti sous peine d'exclusion. Autrement dit, notre grand humaniste protégea aussi toujours la Tchéka, ce qui signifie Commission extraordinaire pan-russe pour la répression de la contre-révolution et du sabotage. Le goût des Russes pour les noms à rallonge est un truc fabuleux. Bref, ancêtre du KGB, cette police politique fut à elle seule responsable de plus de morts que la guerre civile elle-même, utilisant des moyens pires que l'Inquisition. Par exemple, le coup du gant. Tu prends la main de quelqu'un, tu la mets dans de l'eau bouillante, t'attends que ce soit plus qu'une grosse cloque, tu retires, tu enlèves la cloque comme si c'était un gant. Voilà. Vous en voulez plus? Non. J'ai mes limites. Bref, Lénine a donc toujours mis la Tchéka au-dessus des lois, rappelant qu'un bon communiste est un bon tchéquiste. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'après un attentat sur Lénine le 30 août 1918, la terreur rouge s'est juste agrandie en agrandissant les pouvoirs.
de la Tchéka pour lutter contre les ennemis du peuple. Dieu merci, les dérives sécuritaires n'ont plus lieu de nos jours. Il encouragea la délation, la haine des classes, la prise d'otages, l'incarcération, l'exécution sommaire, la déportation, l'exil, la terreur, tout ça. Je rappelle qu'il créa bien avant Staline tout ce que celui-ci utilisa. Les camps dès 1919, les purges dès 1918, la bureaucratie tentaculaire monstrueuse dès le début. Toi, Vladimir Ilyich, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie? Non, je pense plutôt qu'il se fendrait la gueule. Je rappelle qu'en 1891, lors de la famine paysanne, il refusa d'aider les paysans, il n'avait que 21 ans, sous prétexte que ceux-ci feraient mieux la révolution s'ils avaient la dalle. Trop d'humanisme! Il y a certains trucs qui le font passer pour un gentil, comme la NEP, la nouvelle politique économique instaurée en 1921, et qui introduisit en Russie une certaine libéralisation économique, qui permit au pays de souffler un peu. Sauf que pour Lénine et beaucoup de bolcheviks, ça a été une défaite amère mais indispensable à la survie du parti, qui alors traversait une très grosse crise et menaçait de s'effondrer. Une défaite, pas une victoire. Les plus ardents défenseurs argumenteront encore que du temps de Lénine, au début de ce qui devint l'URSS, la culture a atteint un niveau jamais égalé. Le théâtre avec Stanislavski et Meyerhold, la peinture avec Chagall et Kandinsky, la musique avec Shostakovich, la poésie avec Mayakovsky, etc. Montrant ainsi ce que l'âme slave avait de plus beau. Ce à quoi je répondrai par une citation de l'intéressé. « Je suis incapable d'écouter de la musique trop souvent. Ça me donne envie de dire des choses gentilles et sottes et de tapoter la tête des gens. Or maintenant, il faut les frapper sur la tête. Les frapper sans merci. » Fin de la citation. Je continue ou c'est bon? Je continue. C'était un gros conservateur. Il n'aimait dans la culture que la science et la technologie. Il y voyait un moyen pour perfectionner l'être humain. On raconte que Lénine alla voir Pavlov, après ses travaux sur les réflexes, pour lui demander de formater les Russes, histoire qu'ils deviennent unis, travailleurs, communistes, etc. Oui, parce qu'il les trouvait bêtes, égoïstes et fainéants. Je patauge dans l'imbécilité. Vrai ou pas, le parti s'intéressa toujours de près aux travaux de Pavlov et l'entretint grassement jusqu'à sa mort. En parlant de mort, c'est pas plus mal, la sienne arrive. Il fait sa première grosse attaque cérébrale le 25 mai 1922. Étant constamment surexcité, il se pète la santé. Je rappelle qu'avant ses 47 ans, il a juste jamais travaillé, donc il n'y a pas grand chose d'étonnant au fait que le pouvoir lui ruine la gueule. Faisant de plus en plus de crises, Staline y voit l'occasion de l'écarter progressivement du pouvoir pour son bien. I'm not dead. Yeah. He says he's not dead. Yes, he is. I'm not. He isn't? Well, he will be soon. He's very ill. I'm getting better. No, you're not. Bref, les crises le rendant de plus en plus légumineux, il ne put pas bien régler sa succession sur laquelle on a beaucoup fantasmé. Son testament pèse le pour et le contre de tous ses collaborateurs. Staline, Trotsky, Boukharine, Zinoviev, Kamenev. Sauf qu'en fait, il se rendait compte qu'il voulait un gouvernement collégial, prenant sans doute conscience du fait que ça ferait beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme. Mais c'était déjà trop tard. Staline, depuis longtemps, intriguait pour avoir le plus de postes possible dans le parti et contrôlait déjà tout. Donc le testament, qui mettait particulièrement en garde contre Staline, ne fut lu que beaucoup plus tard, quand Staline était déjà au pouvoir, et qu'il fallait pas trop pinailler. Comment donc, malgré tout ça, a-t-il pu passer pour un mec bien? Eh bien là où Staline se foutait royalement de l'opinion publique, Lénine, faut l'avouer, était plus subtil. Charmé. Je t'en prie. Ses ordres les plus sanguinaires et les plus durs restaient toujours secrets et ne portaient jamais sa signature. Lorsqu'en février 1918, il ordonna de faire abattre tous les agents allemands et autres ennemis du peuple, le commissaire de la justice, ministre de la justice, vint le voir pour lui dire « Autant intituler mon office « Commissariat d'extermination sociale ». Lénine lui répondit simplement que l'idée était là, mais qu'il ne fallait pas le dire. Mais ce qui a le plus aidé la mémoire de Lénine, c'est Staline lui-même. Celui-ci a toujours voulu passer pour son meilleur ami et donc son digne successeur. Il fit donc rechercher partout à travers le monde tous les documents relatifs à Lénine. Dissimulant ainsi toutes les traces, il a pu réécrire l'histoire, comme il a voulu le faire avec la Révolution d'octobre, en supprimant tous ceux qui y avaient participé. Lénine lui étant plus utile mort que vivant, c'est lui qui orchestra son culte, ce à quoi Lénine avait toujours été opposé. Il fit même embaumer son corps, ce que beaucoup jugèrent parfaitement gerbeux, et il fit même étudier son cerveau pour trouver la raison de son génie, qui fut prouvé, malgré l'état dans lequel doit se trouver
Un cerveau qui a subi plein d'attaques cérébrales et qui n'a donc plus été entièrement irrigué depuis 2 ans. C'est ainsi qu'en maquillant le passé pour justifier sa propre prise de pouvoir, Staline a permis au monde entier de se figurer Lénine comme le plus grand ami du genre humain. Un ami qui en 5 ans de pouvoir a fait dans les 10 millions de victimes, 3 d'exilés et 7 d'orphelins. J'en profite aussi évidemment pour remercier tous les tipeurs qui m'ont beaucoup aidé le mois passé, qui m'aident beaucoup de plus en plus, etc. Donc un grand merci à vous. Si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez vous aussi me faire un don sur le site Tipeee. Ce sera toujours un grand plaisir. La prochaine vidéo, ce sera donc Ungern 2, qui sortira en avril. Il y aura aussi une FAQ, je sais pas encore trop quand je vais la faire, mais il y aura une FAQ. Et toujours le bonus sur Nightfall, mais lui je sais pas encore trop. Donc dans l'ordre, il y aura d'abord Ungern, la FAQ, et potentiellement même avant Ungern, il y aura la vidéo sur la guerre civile que j'aurai remasterisée d'ici là. Sur ce, portez-vous bien, restez bien chez vous pour ceux qui le peuvent, ceux qui doivent aller au front. Un grand merci à vous encore une fois, et on se retrouve bientôt. Ciao. Abonne-toi ou je te purge, Koulak. Il comprend pas, hein. Oh, puis zut, purge-moi tout ça.